Nous allons maintenant aborder le sujet de l'intelligence artificielle en accueillant le docteur Descamps, qui a plusieurs casquettes puisqu'il est chef de clinique en chirurgie orthopédique. Il est également thésard au CRES, qui est le centre de recherche en épidémiologie et statistique. Et par ailleurs, il est fondateur d'une PME qui utilise l'IA en transformant des morceaux de texte médical en données exploitables. Merci. Merci beaucoup. Quel honneur d'être dans cette académie. Merci encore pour l'invitation. Donc, j'ai des liens d'intérêt. Effectivement, j'ai cofondé une société d'intelligence artificielle. Donc, le parallèle, l'aviation et la chirurgie existe depuis longtemps. Mon père déjà disait, avant d'inciser, on décolle. Donc, voici mon ami Florent, qui est pilote de ligne. Et quand il a fini son vol, il a accès à une disquette qui s'appelle le QAR. Cette disquette enregistre toutes les métriques, 2000 paramètres de son vol. Et cette disquette va enregistrer le vol et il va y avoir des déviances du vol. S'il a trop accéléré, trop dépensé de carburant, et il va y avoir une cellule indépendante de sa hiérarchie qui va analyser ce vol et va lui faire un retour avec une discussion et va dire voilà, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Et cette discussion, on l'a que rarement avec nos pairs en chirurgie. Il a aussi un retour d'expérience, une publication mensuelle de toutes les fautes qui ont été commises par les pilotes et pour améliorer l'expérience des autres pilotes de ligne. Et une analyse personnelle, il peut prendre cette disquette, aller dans un simulateur de vol et revivre le vol et s'améliorer, en permanence s'améliorer. Il est évalué 4 fois par an, ce pourquoi nous avons des avions plutôt sûrs. Comment faire en chirurgie? Plusieurs méthodes, des méthodes innovantes d'analyse de vidéo, avec des méthodes, quand on fait de la vidéochirurgie, de la célioscopie, de l'arthroscopie, on peut détecter des images, des mouvements excessifs dans l'utilisation. Le professeur Liverno avait fait une étude en filmant ses chefs de clinique en train d'opérer pour les évaluer et pour remarquer qu'ils avaient des déviances par rapport à la technique enseignée dans le service. Et il les corrigeait en leur montrant qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il voyait une amélioration très rapide grâce à cette acquisition de données. Mais finalement, avec un casque de réalité virtuelle, est-ce qu'on n'a pas accès à une radio juste à côté? Là, c'est l'Apple Vision Pro, mais à quoi ça sert tant que la donnée n'est pas analysée? Comment analyser là ce flot de personnes qui sont là et à regarder le patient dormir? En chirurgie, actuellement, dans le service à la Riboisière, on utilise le robot Mako. Et donc voilà, ce robot va analyser chaque mouvement qu'on va pouvoir faire, chaque pression du moteur. Et cette donnée, elle est intéressante pour voir notre progression, tous les mouvements inutiles. C'est déjà utilisé depuis 20 ans dans d'autres chirurgies avec le robot d'Avency. Et depuis 2 ans, 3 ans, ils ont annoncé une application qui va permettre de mesurer combien de temps on a utilisé cette pince par rapport aux autres équipes, quelle est notre durée moyenne d'opération. Et toutes ces métriques, on en a besoin pour s'améliorer. Donc, on a besoin d'un QAR. Et le QAR n'est pas encore complètement défini. Et on n'a pas encore l'utilisation aussi simple que dans l'aviation. Peut-être qu'opérer quelqu'un, c'est peut-être plus compliqué que conduire un avion. Comment faire, une fois qu'on a atterri, une fois qu'on est en consultation, comment analyser cette patiente que je vois, que j'ai opérée il y a 3 mois d'une prothèse, qui a une bonne élévation, mais comment on l'a mesurée, qui a une rotation externe, mais qui pêche, on va voir, en rotation interne. Tout ça, il faut que je le cote. Ça prend beaucoup de temps, c'est subjectif par rapport à mon analyse. Donc, Dr Gossi à Nice a fait une étude sur l'utilisation de la vidéo pour mesurer des angles. On a essayé de la reproduire dans le service à la Riboisière, sur la hanche et le genou. C'est une installation complexe à mettre en place, c'est un protocole, c'est des erreurs systématiques faites par les mesures. C'est une pratique quand même courante qui est complexe. J'aimerais revenir sur cette publication des frères Judet de 1950 sur la prothèse acrylique, une des premières prothèses. Ils ont quand même étudié 300 patients. Donc 1950, 300 patients. Une étude de la SFAG sur une protrusion acétabulaire sur des prothèses de hanche. Ils ont étudié 250 patients. C'est-à-dire que 65 ans après, on a le même nombre de patients qui a étudié. On en a parlé tout à l'heure. Les registres norvégiens, les registres nordiques, eux, utilisent et étudient 1600 patients. Donc, est-ce que la solution pour la collecte des données, ce sont les registres?
c'est intéressant. Alors, les registres, comme l'a dit Monsieur Sedel, en France, en orthopédie surtout, on a commencé à lancer le registre national de la SOFCOT. Il y a 15%, 20% des chirurgiens qui sont enregistrés. Donc 20 000 prothèses, mais c'est quand même très insuffisant. Pour l'instant, il n'y a que les prothèses de genoux, prothèses d'épaule et prothèses de hanche. Le problème de ces registres, c'est qu'il faut qu'il y ait un chirurgien qui remplisse toujours des données. Donc, il va faire son compte-rendu et il va mettre les autres informations qu'il a qui s'est passé dans l'opération. Mais l'intelligence de ça, c'est d'avoir des proms, comme a parlé Gwenel. Les proms, donc les patients vont remplir le registre. On voit dans les registres norvégiens qu'à 9 mois, les proms sont remplis par 40% des patients. Donc, il y a une perte énorme de la donnée. Est-ce que c'est une solution? C'est quand même une amélioration. Les rendre obligatoires, ils sont censés l'être depuis un an et demi, mais pour l'instant, la loi n'est pas appliquée. Comment faire également en consultation? On voit des sociétés apparaître comme Nabla, comme Praxis Santé et comme Tiana qui, en fait, vont enregistrer la conversation médicale, la discussion entre le médecin et le patient, et vont la retranscrire grâce à des outils d'intelligence artificielle et la mettre dans des cases pour remplir son compte-rendu clinique. J'ai ajouté une vidéo de Doctolib qui a sorti ça hier. Donc voilà, le médecin va prendre la température, expliquer ce qu'il fait, prendre la tension. Et de manière complètement naturelle, on va avoir un compte-rendu. Là, on voit mal, mais on a rempli des cases et on a rempli des métriques. Voilà. Donc ça, c'est bien, ça nous facilite le travail. Mais donc, on a toujours des textes plus ou moins structurés avec des données de patients. Comment on active ça pour en faire de la recherche clinique? Donc, pour faire ce parallèle, j'avais parlé de ça l'année dernière, mais pour faire ce parallèle, on va plus s'axer sur la littérature scientifique parce qu'on a travaillé beaucoup dessus. Comme vous avez dit, on n'a pas besoin de demander le consentement pour utiliser de la littérature scientifique. Et pour revenir sur le consentement, le registre, il y a des registres comme le registre des codages où les patients ne demandent pas leur consentement. Donc, à partir du moment où on cumule et on mélange des données, bah, à partir du moment où on met une dizaine de patients qu'on mélange, et ben, la donnée, finalement, elle est complètement anonyme. On ne peut pas la segmenter sur le patient. Donc, voilà. Quid du consentement à ce niveau-là, sur des données aussi importantes. Donc, pour faire le parallèle avec la littérature scientifique, on a vu que la croissance de la littérature est exponentielle, avec un défi pour l'académie, cette académie, pour les cliniciens et pour les chercheurs. Pour faire le parallèle, j'ai regardé sur PubMed, en 1923, 1800 articles ont été publiés. En 2023, 1,5 million d'articles ont été publiés. Comment faire face à ce défi d'analyse? On fait et on lit des revues systématiques, on lit des méta-analyses, mais pour les faire, c'est un travail laborieux, chronophage. Et finalement, l'extraction de cette donnée, elle est fastidieuse. Alors que nous avons des textes normés, bien écrits, où ça serait simple de récupérer cette donnée. On va voir comment on interroge la donnée. Les choses ont aussi changé. On a tous l'expérience de recherche maintenant d'interroger sur PubMed et de poser des mots-clés, d'analyser des articles. Maintenant, il y a deux versions de cette recherche. Il y a un versant de on veut poser une question et on veut avoir une réponse plutôt claire, pas exhaustive, mais pour avoir une réponse sur notre question. Donc, il y a des outils qui sont bien connus de cette académie, Juicy, donc qui va donner une substantifique moelle de la littérature, donc un condensé au médecin et qui va pouvoir avoir en fait une mise à jour, un journal personnalisé de la littérature. Il y a aussi des sociétés américaines qui valent plusieurs centaines de millions qui ont été développées, qui permettent de faire en fait un Google de la recherche, un Google intelligent et référencé. Donc, PaperDoc, c'est une société qui a été développée par un confrère anesthésiste, Nicolas Gatulle. Et comment ça fonctionne? On a une barre de recherche, on va demander, par exemple, est-ce que la chirurgie est un placebo? On va poser cette question et le moteur va interroger les bases de données, interroger Semantic Scholar et interroger pour avoir une réponse. Mais cette réponse, elle est oui à 7%, non à 13% et potentiellement à 80%. Donc, c'est une réponse non exhaustive. Ce n'est pas une réponse scientifique, c'est une réponse basée sur la science, ce qui est très bien parce que Google ne permet pas ça. Donc, ça, c'est un progrès. Ça, c'est un versant de l'intelligence artificielle que je nous invite tous à utiliser. Et
médecin ou médecin-chercheur. Mais comme on a dit, les publications augmentent et cette courbe est vertigineuse. Mais comment extraire de manière exhaustive? Parce que, contrairement à ce que a dit Monsieur Joannet, moi, je pense que les médecins n'ont pas leur responsabilité. Il y a les chercheurs, les médecins-chercheurs, les médecins. Un médecin qui ne cherche qu'à opérer n'est pas un mauvais médecin, parce que c'est un médecin qui va se renseigner sur l'état de l'art. Mais je trouve que l'intelligence artificielle doit nous apporter et doit nous débarrasser de toute cette lourdeur administrative qu'est la recherche. Et on va l'avoir, cette lourdeur administrative, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, comment on fait une revue thématique? Le BMJ a publié en disant une revue thématique, en moyenne, c'est 67 semaines. Donc, 1 an de travail, entrecoupé bien évidemment, mais 1 an de travail. C'est-à-dire qu'on va analyser des études qui ont 1 an d'ancienneté. Est-ce qu'on est vraiment précis là-dedans? Et une étude, a été déterminée pour essayer de faire le plus vite possible. Donc, ils ont fait une revue thématique en 2 semaines, donc avec un travail acharné de 5 collaborateurs. Une revue thématique sur combien d'articles? Sur 8 articles. Donc, c'est quand même une petite revue thématique. Et comment ils ont dépensé leur temps? Ils ont dépensé leur temps à 14% pour screener des abstracts. Donc, pour regarder le titre et le résumé des abstracts, ils en avaient 1300, donc 20 secondes par abstract. C'est plutôt long, c'est plutôt rapide, je trouve, mais ça met 8 heures. Donc, une journée entière à screener les abstracts. Après, ils ont fait l'extraction de données. Ils avaient 8 articles, heureusement. Ils ont mis 1 heure par article. C'est des chercheurs entraînés. Et l'écriture, 15% du temps. Donc, finalement, est-ce qu'ils ont fait des erreurs dans cette extraction? Parce qu'on mesure l'erreur des machines, mais mesure-t-on l'erreur humaine? Il y a des papiers qui ont fait travailler des étudiants, qui ont été entraînés pour regarder des titres et des résumés d'articles pour déterminer leur sensibilité. Et ils ont mis, eux, plus longtemps, 45 secondes par article. Et finalement, ils avaient 40% des articles qui étaient manqués. Donc, sur une étude, 40% des articles sont manqués. Également, des études plus récentes qui maintenant, c'est un travail de thèse au CRES, qui vont évaluer la performance des modèles d'intelligence artificielle. Mais pour évaluer l'intelligence artificielle, il faut évaluer l'homme aussi. Quel est le gold standard? Donc en fait, ça c'est une étude qui a été publiée en janvier et une dernière étude en août qui est basée sur des modèles qui datent d'il y a 1 an. Et ils ont montré que l'extraction manuelle, en vérifiant à nouveau, on avait 21 erreurs sur 160, c'est-à-dire 13% d'erreurs d'extraction manuelle. Quelles sont ces erreurs d'extraction de données? Et bien là, on les voit. On voit qu'ils se sont trompés sur le nombre de patients de l'étude. Donc, ils en ont quand même oublié une quarantaine. Le pourcentage était le bon. Mais moi, dans mon travail de thèse, j'ai pris comme référence la Cochrane. Donc, l'Institut de la Cochrane, nulle remise en question de la Cochrane. Quand on regarde, la Cochrane a écrit que la période d'étude n'était pas renseignée, NR. Quand on regarde l'article, on voit bien que la période d'étude était renseignée. Peut-on blâmer des chercheurs qui analysent, là, ce n'était pas 8 articles, c'était 60 articles dans la revue thématique. Donc, peut-on blâmer des chercheurs? Je ne pense pas. Là, je vais vous montrer une vidéo dont je suis particulièrement fier et qui me bluffe encore aujourd'hui à l'idée de la regarder, qui va montrer comment on utilise des outils pour extraire massivement de la donnée dans la littérature. Bien sûr, c'est applicable à la donnée des patients avec toutes les mesures de sécurité et de consentement dont il faut se préjurer. Donc, comment on extrait? D'abord, comme on le fait manuellement, on va faire un tableau d'extraction. Tableau d'extraction, donc on va voir les données qu'on va extraire. Donc le nom de l'auteur, la date, si c'est une étude rétrospective, randomisée, les groupes, le multicentrique, l'âge moyen des cohortes, etc., l'inclusion, les critères d'inclusion, l'intervention, les critères évalués, les conflits d'intérêts et les sources. Donc, cette grille va être faite en moins de 40 secondes. Et quelle est la particularité de cette grille qu'a fait l'IA? C'est qu'elle va donner des exemples, elle va donner des définitions. Donc, une IA va permettre à apprendre aux autres intelligences artificielles comment extraire la donnée. Et ça, c'est modifiable. Donc là, on a une action là-dessus.
Il n'y a pas de boîte noire, on peut déterminer ça c'est vrai ou faux, par contre ça c'est une liste, par contre ça c'est un nom, etc., etc. Donc là, on a 29 paramètres qui sont analysés et on peut les modifier. Après, on va faire une extraction à base d'articles scientifiques. On en a 50. Ce sont des articles dans diverses revues, des études randomisées qui avaient été préalablement évaluées par la Cochrane. Donc là, on a 1 minute. Ça met 4 minutes à extraire. 4 minutes pour 50 articles, 29 paramètres, donc plus de presque 1500 paramètres, avec un niveau de détail, un niveau d'efficience et d'efficacité qui, moi, me bluffe encore aujourd'hui. Le nombre de participants évalués, le pays, l'âge moyen, la déviation standard, le sexe ratio, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, le financement. Ah, pardonnez-moi. Donc, tout ça, tous ces critères qui ont été uniquement définis, c'est quasiment fini. On va dire déjà, ça a mis 4 minutes par rapport à 50 heures qui auraient été normalement nécessaires. On va dire que c'est 75 fois plus rapide. Mais quelle est la fiabilité de l'utilisation de ces outils? C'est ça qui est intéressant et c'est ça l'objet de mes travaux. Voilà. En heatmap, on peut voir la fiabilité. On peut voir que certains critères, c'est du 100%, certains critères du 98%, et d'autres critères, moins bien définis, 58%, 46%. Ce qui est important, c'est de savoir lesquels vont être difficiles à extraire. Et pour l'instant, les critères difficiles à extraire sont les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, les critères où on ne sait pas exactement où se situe dans l'article. C'est des critères beaucoup plus subjectifs que les autres. Si on utilise cette application, mais qu'on change le moteur, donc on ne va pas mettre le moteur dernière génération, on va mettre le moteur d'il y a 1 an. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 1 an? Il y a 1 an, il y avait des groupes, des critères qui n'étaient pas bien renseignés et dont on n'arrivait pas à extraire les données. Donc on voit que l'ascension est fulgurante. Tous les 3 à 6 mois, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Il suffit juste de changer le moteur, mais la technique reste la même. J'avais prévu de vous montrer rapidement comment sélectionner aussi des articles scientifiques avec une recherche PubMed. Très simplement, c'est toujours la même façon, c'est-à-dire on va donner des critères d'inclusion de l'article et après, on va pouvoir renseigner les articles et là, on va avoir le tableau d'analyse avec la question posée. Donc, je vous laisse lire. Cet article ne mentionne pas l'infection de prothèse après prothèse d'épaule. Cet article ne spécifie pas, etc. Et donc, il va répondre oui ou non à chaque question qu'on va lui donner. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bravo, hein, c'est remarquable. Je pense qu'il y aura des questions dans la salle. Albert Claude. Ah, pardon. Merci. Ouais, vas-y. Merci. D'abord, bravo. Tu es en plein dans le cœur de ce qui préoccupe l'Académie de chirurgie, c'est-à-dire la chirurgie dite 4.0, c'est-à-dire la chirurgie des données. La virtualisation, en plus, de ton propre patient. Comment tu opères finalement à partir de scripts qui viennent en fait de la compilation d'une population de données qui n'est pas seulement issue de l'expérience régionale, locale, mais d'une expérience soit nationale, soit internationale. Et quand tu opères, au moment où tu opères ton patient réel, tu opères déjà un patient c'est son clone virtuel que tu es en train d'opérer. Et tu vas pouvoir le comparer avec un prescripteur de conduite à tenir face compte tenu de l'expertise accumulée par l'ensemble des chirurgiens. Et donc, c'est instantanément, dans ton vécu immédiat, tu as l'influence de la littérature internationale. Et le Juicy, que nous pratiquons tous ici, hein, parce que ça fait déjà plus d'1 an, ou même c'est avec toi, Ronald, qu'on a invité le collègue qui est à l'origine de Juicy et qu'on travaille avec GNG, avec Jean-Claude Coufinal. Nous, on est au cœur de cette préoccupation et Surgical Data Sciences, c'est fondamental. Et c'est ce qu'on veut dire le 28-29 octobre au ministère de l'Enseignement supérieur sur la formation pratique des opérateurs. C'est pas parce que tu sais faire un nœud avec un robot que tu deviens le super chirurgien de demain.
c'est parce que tu sais que tu es dans une boucle digitale complète et que tu en fais partie. Alors moi, je crois, ce que tu as présenté sur l'apport de l'IA, l'IA, c'est l'augmentation pour nous, les chirurgiens. Les chirurgiens, c'est d'abord une main, un œil et un cerveau. Et on est entré dans l'ère des opérateurs augmentés. On est augmenté à tous les niveaux de notre système d'intervention. C'est-à-dire, on a un cerveau augmenté, grâce à ce que tu as montré. On a une main augmentée avec la robotique, mais en même temps, la robotique n'est pas seulement utilisée dans la chirurgie à ciel fermé, elle est aussi utilisée en corde, et elle va l'être de plus en plus à l'intérieur même des interventions de microchirurgie où on intervient encore. On n'est pas seulement dans un processus complètement mini-invasif, on peut être totalement invasif. Et on est encore aidé par ça. Et puis l'œil, c'est l'imagerie qui entre dans ton casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée quand tu opères. Et avec nos amis Maxime Ross ici, donc Rovina, etc., on sait très bien que maintenant, on va opérer tous avec des casques de réalité virtuelle. Donc ce que tu as décrit, c'est fantastique, c'est montrer qu'en plus l'accélération et le processus extract, transport et loading qui permet le business intelligence, donc l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est en fait la puissance des systèmes d'accumulation des milliards de données qui constituent le cerveau virtuel pratiquement de l'humanité, avec lequel on va tous travailler. Voilà, mais c'est quelques commentaires. Et pour te dire, bravo, continue, c'est génial. Ce que tu as montré sur la chirurgie robotique dans le dur. Nous, ici aussi, on travaille avec la réflexion qu'on doit mener sur les tissus mous et les tissus durs. La robotique, on a surtout parlé d'Intuitive Surge pour la chirurgie viscérale, mais dans la chirurgie orthopédique, ça devient fondamental. Voilà. Sûrement, Jean-Claude va sûrement vouloir intervenir. Hubert, Après les autres. Hubert a une question derrière toi. Merci pour cette magnifique communication. J'ai deux questions et un commentaire. Le commentaire, c'est que c'est effectivement bluffant et en particulier les progrès en l'espace d'un an sur l'analyse de la littérature. Les questions, c'est est-ce qu'on a un outil pour faire comme les pilotes de ligne? Parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui s'intéressent à l'analyse des vidéos de leurs opérations ou d'autres opérations d'ailleurs. Mais on n'a pas de marqueur pour cibler les événements qui sont, à ma connaissance, il n'y a pas de boîtes qui sont capables de dire, tiens, quand vous étiez à 5000 mètres d'altitude, il s'est passé ça. Ou quand vous avez disséqué la voie biliaire, il s'est passé ça. Et donc, est-ce que, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Puis la deuxième question, c'est dans le registre des prothèses des orthopédistes. Est-ce qu'il y a un compte-rendu opératoire systématisé? Est-ce qu'il y a une utilisation de LLM? Parce que ce sont des outils qui facilitent, enfin, je veux dire, ça faciliterait bien les choses pour les praticiens, pour l'entrée des datas. Puis dernière chose, comme tu l'as dit, je pense que les médecins, ce n'est pas dans leur vocation de faire de la recherche clinique. En revanche, ce sont les seuls à pouvoir fournir des données cliniques. Et donc, il faut qu'ils alimentent en données cliniques ceux qui font de la recherche clinique. Justement, oui, pour rebondir sur la dernière, c'est justement eux qui ont une neutralité, puisqu'ils ne vont pas analyser leurs données, qui est la plus pure, qu'on puisse avoir. Pour les registres, donc il n'y a pas d'utilisation de LLM, c'est des comptes rendus où on est obligé de remplir certaines données. Et donc, c'est vraiment c'est obligatoire et de renseigner un nombre minimal de... Mais est-ce que tu es aidé par l'IA pour mieux remplir tes données? Non. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça reste un frein à l'adoption. Et c'est pour ça que même si depuis juin 2023, il y a une circulaire ministérielle qui a obligé les établissements pour faire de la chirurgie à avoir des registres et à fournir des registres. Donc, les établissements doivent obliger les chirurgiens. Mais finalement, les chirurgiens ne se sentent pas obligés. Et juste pour rebondir sur est-ce qu'on a l'outil comme le QAR des pilotes de ligne, moi j'ai envie de demander est-ce qu'on a l'infrastructure? C'est-à-dire nous en chirurgie orthopédique, c'est très simple. Vous m'envoyez votre radio post-opératoire, préopératoire, post-opératoire, je peux juger de ce que vous avez fait.
vous êtes dans des conditions, c'est la nuit, etc., peu importe. Mais je peux dire, c'est bien, c'est pas bien. Et finalement, est-ce qu'on a une structure au sein de nos sociétés, au sein de l'académie, qui permette d'envoyer de manière quasiment anonyme à un groupe qui ne saura pas qui c'est pour dire, ben voilà, là tu m'as envoyé tes radios, mais ça fait 2 mois que c'est nul. Donc il faut t'arrêter et il faut réfléchir sur ce que tu fais parce que tu es en train de faire n'importe quoi. Et c'est urgent de le faire. Et ça, en chirurgie orthopédique, nous, on est bien lotis parce qu'une radio, entre guillemets, suffit à voir la difficulté et à avoir l'analyse. Donc, moi, j'aimerais aussi qu'on mette en place d'abord le cadre parce que je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de marqueur intelligent qui puisse permettre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de capteur sur un bistouri, on n'a pas d'ambiance. Mais déjà, le son dans un bloc opératoire peut déterminer, il y a des analyses sur des complications. Le son peut être en relation avec les complications. Oui, non, non, mais on participe. Non, mais bien sûr, bien sûr. Le bloc opératoire augmenté, décrit par Éric Vibert, c'est fondamental. Éric Vibert, avec lequel on travaille sur la nouvelle aussi école de chirurgie à Paris, il va y avoir une nouvelle école de chirurgie, et on se sert de BOPA, donc c'est-à-dire la salle opératoire du futur. Mais voilà, c'est sûr que c'est une ambition qu'on a tous. Juste un mot. Il y a une base de données incroyable qui est à la sécurité sociale et dans les caisses d'assurance maladie. Je suis très étonné que l'organisme payeur qui coûte horriblement cher ne fait jamais aucune évaluation. Si je reprends l'exemple des registres, si tu mets une prothèse de hanche et que 2 ans après, la sécurité sociale voit qu'elle est dans un autre établissement pour changer cette prothèse, on le sait. On le sait. Or, ça n'a jamais été exploité. Moi, j'ai essayé de le faire dans ma région dans les années 2000. C'est impossible d'avoir accès aux données de la sécurité sociale. Impossible. Alors, pourquoi? C'est l'organisme payeur. Encore une fois, ça coûte très cher. Sur le plan scientifique, c'est une donnée considérable qu'on pourrait avoir. On connaîtrait l'âge des patients, non seulement les résultats, mais leurs pathologies associées, les résultats à 5 ou 10 ans, par exemple, pour une prothèse de hanche. Si tu reprends une prothèse au bout de 5 ans, c'est qu'il y a quand même un problème. Et tout ça, la sécurité sociale a toutes ces données. L'assurance maladie a fait une étude quand même sur le cancer du sein pendant 4 ans, hein, où toute la France a été contrôlée. Il y a eu des résultats incroyables où on a montré des doublements de taux de mortalité par cancer du sein lorsque les chirurgiens n'étaient pas formés. Et finalement, ça n'a fait aucun bruit et ça n'a pas fait changer les pratiques. Il n'y a que l'Académie nationale de chirurgie qui s'en est saisie pour faire une session au Parlement européen. On peut y accéder. Hein. Moi, j'y ai accès au SNDS. J'ai accès par des collègues doctorants. Et on peut y accéder. Il y a des études qui ont été faites. Le problème, c'est que vous mettez une prothèse de hanche, mais vous savez si elle est reprise et vous savez si le patient est décédé. Mais est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il marche avec une canne? Est-ce qu'il a mal? Ça, vous ne le savez pas. Donc, la granularité des données, c'est bien. Ça permet de montrer que, par exemple, en France, il y a encore des arthroscopies quasiment diagnostiques d'épaule qui sont faites chez des patients qui ont des… Donc, est-ce que sans traitement d'infiltration et de kiné? Donc, mais l'accès au SNDS est possible. il est possible. Il est possible, mais il est alors c'est des macro-données qui ne correspondent pas aux besoins de la recherche clinique en particulier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'organisme payeur devrait être le contrôleur aussi. Comme dans les pays nordiques. Bien sûr. Mais Jean-Claude, tu as plein de choses à dire sur ce truc. Je veux dire, voilà, il ne faut pas prendre la parole tout le temps, mais il y a quelque chose d'important d'abord pour féliciter mon collègue, pour lui dire qu'il se pose les questions essentielles. Et là, on est tous d'accord là-dessus. Ce qui manque, enfin, je pense, dans ce que tu nous montres, et c'est ce qui manque à chacun d'entre nous, et c'est sur quoi on travaille, c'est une vision intégrative de cette problématique. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, l'infrastructure, ce n'est pas l'académie, etc., qui sert à un tas de choses. Et l'infrastructure de la transformation qui est en train de se faire avec, je veux dire, cette technologie qui s'abat sur la société et sur la transformation de notre métier, elle nécessite une infrastructure complètement différente de base. Je veux dire, moi j'appelle ça l'eau, l'électricité et le gaz. Je crois qu'on a absolument besoin d'avoir ce nouveau réseau dans lequel on peut développer toute cette technologie et surtout, on sous-entend dans ce que tu es en train de dire
la forme de travail qui va nous permettre d'avancer, c'est l'intelligence artificielle adaptative avec, bien sûr, l'apprentissage fédéré. C'est-à-dire que toutes ces datas dont on parle, et là on rejoint ce que vous êtes en train de faire vous, je veux dire, l'ensemble de ces datas qui sont prises peuvent être en temps réel, je veux dire, adaptées. Et ce que tu dis pour dire il faudrait on puisse me dire si cette prothèse est bonne, pas bonne, etc., etc., il y a des boucles numériques qui sont déjà complètes dans certaines chirurgies, dans lesquelles, je veux dire, ton jumeau numérique du patient, il est confronté à un jumeau numérique populationnel de X équipes, etc. Ça te renvoie des propositions, tu as les tiennes. Et là où la planification est intéressante, c'est que ce n'est pas une planification qui te dit je vais mettre ma prothèse où je veux, comme je veux, etc. Et je serai content parce qu'il n'y aura pas de déviation de degré ou quelque chose comme ça. Mais elle va me renvoyer, je veux dire, une réflexion. Je vais pouvoir réfléchir sur le modèle que je vais faire. Et je pense à ça, la chirurgie orthopédique du rachis des enfants, avec aussi le matériel derrière, l'impression 3D, etc., etc., plus après le suivi. Donc c'est en train de se faire. Mais le plus important, si on veut que la démocratie sanitaire se fasse, c'est qu'on ait une infrastructure qui permette que véritablement la transformation dont on a besoin au niveau numérique puisse s'implémenter dans tous les centres d'une manière excessivement simple. Sinon, on va avoir encore un grand écart. On a besoin d'une démocratie sanitaire et on a vraiment besoin de penser notre infrastructure de manière à installer toutes ces technologies dont tu viens de nous parler si brillamment. Oui, bravo, hein, c'est très très brillant, j'ai beaucoup apprécié. Je voulais pas poser une question de Chaboch, mais pour revenir sur la sécurité sociale et ses données, parce qu'elle a des données formidables, il publie des choses et ça passe pas. Il y a eu une publication il y a 4 ans sur le rôle du chrome cobalt comme matériau de prothèse. Et il démontre, par rapport à d'autres matériaux comme la céramique, qu'il y a des insuffisances cardiaques plus précoces lorsqu'on est porteur d'un matériel en chrome cobalt. Bon, voilà. Alors ça passe ni dans la presse, personne ne le répercute. C'était un très bel article du Clinical Orthopedics. Point. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que il y aurait des choses à faire à partir de tous ces datas. Hein. Il y a plein de datas. Alors, à ce moment-là, le travail actuel, ça serait que tu regardes avec les responsables, comme tu dis, tu as accès, pour arriver à ce que les données qu'ils emmagasinent, c'est des codes, hein, ils emmagasinent des codes. Est-ce qu'à partir de ça, on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin qu'avoir juste l'âge et avoir en particulier, dès qu'il y a une réopération, automatiquement, ça donne un signal. Enfin, voilà, ça c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième, alors, j'entends toujours comparer le métier de chirurgien, le métier de pilote. Moi, je suis pas d'accord, quoi. C'est-à-dire que je trouve que l'avion, on sait tout ce qu'il a puisque ça a été construit par l'humain. Hein. Un avion, ça a été construit par l'humain. Dans toutes les données, évidemment, on les a. Il y a tout le matériel informatique de l'avion et tout ça. Et moi aussi, j'ai discuté avec des pilotes et bon, on a certaines similitudes. Mais dire que l'apprentissage du pilotage d'un avion et l'apprentissage de la chirurgie, c'est équivalent, enfin, bon, voilà, mais je suis très vieux, c'est pour ça, peut-être. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Merci, bravo. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter pour partir pour une session Octobre Rose, mais c'est passionnant.